Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'agents, on en a parlé un petit peu, et de LangChain. Du coup, merci à tous les sponsors pour la conf. Qui je suis? Je m'appelle Maxime. J'étais CTO de Théodo jusqu'à il y a quelques semaines. Et je suis aujourd'hui en train de construire une plateforme d'agents pour aider les entreprises à les déployer chez eux. L'idée est d'automatiser plein de workflows. Et donc il y a quelques semaines, il y a Sam Altman qui a déclaré que dans un futur plus ou moins proche, un jour, on pourra déléguer tout ou une partie de ce qu'on a envie de faire aux ordinateurs. Donc c'est assez excitant. Et en même temps, qui n'aurait pas envie d'avoir un Jarvis chez soi à qui on délègue toutes les tâches et voilà, la vie serait quand même beaucoup plus belle. Et donc du coup, est-ce qu'on en est proche? Mine de rien, on a quand même des robots qui peuvent faire des trucs de ouf. On peut interagir en real time avec les IA. HumanPine, c'est un petit boîtier qui permet d'avoir son IA toujours sur soi. Il y a aussi, vous avez peut-être vu le Rabbit, il y a quelques semaines, qui a fait parler beaucoup de lui. Et plus récemment, Grok, qui annonce, qui a fait une démo qui permet d'inférer des tokens de LLM hyper rapidement. Donc du coup, il y a des réponses hyper rapides par rapport à ChatGPT et les autres, où ça met un peu de temps. Là, il y a vraiment des pages et des pages entières qui sont inférées en quelques millisecondes. Et en même temps, on a des IA qui sont de plus en plus intelligentes. Donc, on pourrait se dire, c'est bon, on peut construire des robots comme R2-D2. Bon, la réponse n'est pas si simple. Pour être sûr, pour pouvoir évaluer ça, jusqu'à maintenant, on vous a testé les IA, comme GPT-4, sur les tests scolaires habituels que les humains passent. Et le problème, c'est que, ou ce qui est cool, c'est que GPT-4 est meilleur qu'une large partie des étudiants dans leur propre domaine, en tout cas pour recracher des informations. Donc, il faut créer un nouveau type de benchmark, et c'est ce qu'a fait une équipe de Meta et de Linkface. Ils ont créé le benchmark Gaia. Et donc du coup, au lieu de demander aux IA de recracher du savoir, parce qu'ils sont très fortes, surtout les LLM, ils ont dit on va leur faire un petit parcours du combattant. J'ai l'impression que ça parle très fort. Je sais pas si on peut. Je sais pas si on peut baisser un peu. Moi qui parle moins fort. Changer de micro. Je le recule là, mais c'est un peu bizarre. Je continue comme ça. Je prends celui-là, c'est mieux comme ça, beaucoup mieux. Ok, donc je disais, on fait faire un petit parcours du combattant aux IA, donc pour réaliser des tâches. Donc ces tâches, elles nécessitent de faire plusieurs choses différentes. Browser Internet, coder, comprendre différents types de documents, genre des images, du son, et faire des actions. Et ils ont classé comme ça, ils font un nouveau classement en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ils classent les intelligences comme ça en fonction de ce que arrivent à faire les IA et tout ce que leur permet de tester les programmes. Avec l'idée que le niveau 3, c'est une IA qui permet de faire quasiment tout. Donc du coup, ils ont testé des IA et des humains pour avoir aussi un benchmark. Et on voit que même juste le niveau 1, il y a beaucoup d'IA, GPT, tout ça, qui n'arrivent pas vraiment à réaliser les tâches. Il y a environ une dizaine de % de tâches qui arrivent. Le niveau 2, quelques-unes. Le niveau 3, aucune. Là où les humains y arrivent. Donc, malheureusement, on est encore loin de pouvoir faire des R2D. Par contre, ce qui est cool, c'est que ce qu'ils constatent en faisant le benchmark, c'est que les résultats peuvent être vachement augmentés quand on donne des outils, des moyens d'action aux IA.
Donc dans ce graphique, c'est la petite partie à gauche là. Donc c'est GPT-4 avec des plugins, donc c'est avec des outils. Et donc du coup, les agents qui sont des IA, des LLM avec des outils, ça c'est aujourd'hui ce qui permet de réaliser le plus de tâches possible. Et donc du coup aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'ai fait un agent open source et je vais décortiquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez recoder le vôtre chez vous. Donc tout est open source, vous pouvez aller voir sur GitHub Theodo Group Elephant, qui est aussi un Langchain en PHP. Il y a les deux dans le repo. Donc, la première brique de base à comprendre, et s'il y avait juste un truc que vous devez retenir de mon talk, c'est celui-là. C'est comment on fait pour faire des actions à des LLM. Parce que quand on utilise un LLM, il peut répondre que du texte. Okay, il peut pas appeler une fonction, il ne peut pas faire d'autre chose, il répond que du texte. Et donc comment on fait pour donner des super pouvoirs au LLM? En fait, il y a une petite astuce qui est de dire, de décrire des fonctions, et c'est souvent en JSON, on lui décrit des fonctions, par exemple, l'exemple d'OpenAI c'est tu peux récupérer la météo d'une ville si, avec ces paramètres-là. Et donc du coup, au lieu de lui prompter « Bonjour, comment ça va, est-ce que tu peux m'aider là-dessus ?» on lui dit ça, plus on lui envoie la description d'une fonction. Et ce que va faire le LLM, ce qu'ils sont entraînés à faire, quand vous voyez que, par exemple, Mistral, dans leur dernière version, ils ont dit « Oh, c'est bon, on a ajouté le function calling », donc c'est exactement ça. Ce que fait le LLM, il va répondre d'un JSON en mode, au lieu de répondre du texte, il va dire « Bon bah, en fait, ma réponse, c'est appelle-moi cette fonction avec ses paramètres. » Et en fait, c'est comme ça qu'il agit. Vous pouvez imaginer un prisonnier dans une cellule qui peut ne faire que parler, il peut pas, voilà. Mais donc, du coup, ce prisonnier dans une cellule, il peut quand même donner des ordres à quelqu'un qui, lui, va aller faire les actions. Et donc, c'est un peu ce que fait le LLM. Il peut dire, bon, bah voilà, il faut appeler cette fonction avec ses arguments, et c'est comme ça qu'il agit. Et donc, du coup, tous les frameworks qu'on a vus tout à l'heure, ils fonctionnent de cette même manière. Le kernel sémantique, c'est pareil. Quand on veut que notre IA, notre LLM fasse une action, on lui envoie d'abord la description de tout ce qu'il peut faire, et ensuite il sélectionne le bon outil avec les bons arguments. Du coup, pour tester AutoPHP, j'ai essayé de faire un truc un peu compliqué qui pourrait être un vrai cas d'usage dans la vie. Dans ma vie d'avant, j'étais CTO, donc j'étais dirigeant d'une boîte de 200 personnes. Malheureusement, je passais beaucoup de temps à faire des réunions et aussi à les planifier. Et donc, un use case que vous devez rencontrer aussi dans votre vie, comment gérer son agenda, c'est un enfer. Et donc, du coup, mon avis, c'est que dans 10 ans grand max, nos agendas seront gérés par des IA, on leur dira un truc, ils optimiseront tout à notre place et ce sera cool. Donc j'ai voulu faire un premier POC de ça et donc du coup c'est ce que je vais vous expliquer de comment arriver à faire ce POC avec AutoPHP. Donc comme je vous disais, le LLM ne peut pas faire d'action, on est obligé de lui donner des pouvoirs. Donc je vais lui donner 3 pouvoirs. Je vais donner un outil qui lui permet de récupérer des informations sur une équipe, qui va chercher dans notre base de données NAPTA, qui est notre base de people avec tous les staffings sur chacune des équipes. Et je lui ai donné un outil qui permet de récupérer les slots dans les agendas pour savoir lesquels sont libres. Et enfin, un dernier outil qui permet de créer le meeting. Tout ça en utilisant l'API de Google Calendar. Je ne lui donne pas l'API de Google Calendar en direct parce que c'est assez compliqué et comme on l'a vu, les LLM sont bons mais ils ne sont pas encore super bons. Donc il faut essayer de pré-mâcher le travail au maximum pour que ça fonctionne. Je suis d'accord avec les talks qu'il y avait avant. Donc là, c'est le moment où je fais une démo sur mon ordinateur, mais donc du coup, on va la passer.
Je pourrais envoyer le lien, il y a une vidéo sur mon LinkedIn, je pourrais l'envoyer. Mais en gros, je lance l'agent et il va faire chacune des étapes. On va le voir en détail juste maintenant. Donc comment marche, comment vous pouvez recoder un agent? Donc un agent, enfin en tout cas une forme d'agent potentiel, c'est une machine à état avec des grandes étapes qui sont assez simples à comprendre. La première étape, c'est de lui demander de créer un plan. Donc on a vu qu'ils ne sont pas encore hyper forts les IA ne sont pas encore hyper forts pour créer des plans, mais il y a quand même beaucoup de tâches de notre vie de tous les jours qu'ils les ont déjà lues et en fait, ils le recrachent. Si vous lui demandez de faire un plan pour faire une omelette, il va vous dire comment faire une omelette. Il connaît les étapes de faire une omelette. Et pour booker une réunion, il sait faire aussi. Il récupère les données et puis après il book. Donc du coup, première étape, on crée le plan. Ensuite, on priorise la prochaine tâche à faire. On fait la tâche, on regarde si on a fini et on update le plan si quelque chose s'est mal placé et puis on passe à la tâche suivante. Un peu comme nous, quand on a une to-do, on les fait une par une et puis on se pose, est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour partir en vacances. Et à la fin, on retourne le résultat. Donc la première étape, c'est de créer un plan. Comment on fait ça? Donc c'est du PHP. Pour les gens qui détestent le PHP, je suis désolé. Pour ceux qui adorent, hop, tant mieux pour vous. Donc la première étape, c'est de créer des tâches. Et pour ça, le prompt est assez simple. On dit, voilà ce que tu dois réaliser. Voici la liste des outils que tu as à ta disposition. Et tu dois créer des tâches pour réaliser l'objectif. Moi, le petit conseil, ce qui a beaucoup amélioré la qualité du planning, c'est quand j'ai beaucoup travaillé sur la qualité de la description des outils. C'est-à-dire que si vous décrivez très précisément ce que permet de faire l'outil, l'IA va bien comprendre à quoi il sert et donc du coup il va mieux l'utiliser. Donc ça c'est la première étape. On lui demande de créer un outil, de créer une liste de tâches en lui donnant les outils. Et ça donne ça. Donc ça c'est la vision sur mon terminal du résultat. Donc là, quand je lui ai demandé ça pour créer la liste de réunion, il m'a donné 4 tâches. La première tâche, c'est d'utiliser l'outil pour récupérer les membres de l'équipe. Ensuite, il comprend tout seul qu'il a besoin des emails pour interagir avec l'API de Google Calendar. Donc là, il extrait les emails. La troisième étape, c'est de trouver les slots de libre. Et la dernière étape, c'est de créer le meeting. Donc c'est cool, jusque-là tout va bien. Donc on passe à la deuxième étape de la machine à état, qui est de prioriser la prochaine étape. Donc là, le prompt, pareil, c'est comme si on parlait à un stagiaire de manière hyper claire. On lui décrit exactement où on en est et ce qu'il doit faire. Un stagiaire ou pas forcément un stagiaire d'ailleurs. Donc le prompt c'est, on lui rappelle l'objectif, tu dois faire ça. Là tu dois prioriser les prochaines tâches. Voici toutes celles qui n'ont pas été achevées, voici toutes celles qui ont été achevées. Renvoie-moi celles que tu veux faire à la suite. Donc là il dit sans surprise il dit bien la première étape. Et ensuite on passe à l'étape d'exécuter la tâche. Donc c'est là où c'est l'autre moment où c'est un peu compliqué, parce que comme je vous ai dit, OpenAI, il peut renvoyer que du texte. Donc là, cette étape-là, il y a deux choix. Il y a soit on est à l'étape juste après, qui est je dois extraire des emails d'un texte. Donc ça, il n'a pas besoin d'outils, il sait le faire tout seul. Parce que quand vous lui donnez un grand texte, il sait, vous l'avez déjà dû l'utiliser. Il sait extraire l'information facilement. Donc là, ce serait le cas numéro en dessous, là, numéro 2. Il n'y a pas besoin d'outils et OpenAI peut répondre directement. Mais dans le cas de la tâche où il doit chercher les gens de l'équipe technique, comme il ne les connaît pas et comme c'est de la data interne, forcément il doit utiliser un outil.
Et donc du coup, là on revient sur ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dans sa première réponse au moment d'exécuter la tâche, il dit bon bah il faut que tu appelles l'outil Search Team. De notre côté, nous on reçoit la réponse d'OpenAI appelle cette fonction. Et en fait, nous c'est hyper facile, hein, comme c'est hyper clair, appelle cette fonction avec ses paramètres. Bah, nous on sélectionne la fonction dans notre code et on l'appelle avec les paramètres. On exécute le code chez nous, on récupère le résultat de la fonction et ensuite on lui renvoie au LLM le résultat de la réponse. Et comme ça, il peut repasser dans la boucle en bas, il a toutes les informations sous forme de texte pour répondre à la question et donc du coup il peut dire s'il a réussi la tâche ou pas. Donc par exemple, ça c'est le résultat de la fonction SearchTeam. Donc mon petit tips, c'est si vous voulez coder un agent, il faut vraiment bien décrire encore une fois ce qui se passe pour que le LLM puisse comprendre ce qui se passe et avoir tout le contexte. Et encore une fois, comme il a besoin, à chaque call de l'API, il faut qu'on lui redonne tout le contexte parce qu'il n'est pas stateful, il oublie entre chaque call. Donc ça c'est le code PHP pour cette partie d'exécution de la tâche. Vous voyez, c'est pas beaucoup de lignes, hein, on n'est pas sur des milliers de lignes. On a un prompt au début qui rappelle, voilà, tu fais partie d'un gros projet, tu dois faire telle tâche, voici un contexte additionnel au cas où, donc ça c'est pour passer le résultat des anciennes tâches. Répond avec uniquement les informations pertinentes si tu sais que la tâche a été faite. Donc tout en haut, j'appelle pour savoir si il me renvoie la réponse ou s'il me dit il faut que tu appelles un outil. Si il me dit d'appeler un outil, j'appelle l'outil, je récupère la réponse de l'outil, puis je lui renvoie cette data, et à la fin, je sais que ma tâche a été effectuée, et du coup, je renvoie le résultat final. S'il y a des questions, comme c'est un peu dense, n'hésitez pas à lever la main et à les poser au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a parcouru ça, vous voyez que c'est cool, il comprend. Ah oui, donc en plus il y avait une petite subtilité, c'est que donc je lui ai demandé de planifier une réunion avec l'équipe technique du projet et tout seul il a sélectionné Adèle et Alexandre, l'engine manager et le lead developer, pour faire la réunion. Vous voyez, mettre voilà, all the technical, Adèle et Alexandre, voilà. Donc il comprend tout seul, il a fait un peu deux trucs en même temps, il a allé chercher l'équipe technique et il a allé chercher l'équipe complète et puis il a enlevé les gens qui n'étaient pas de l'équipe technique. Donc ça c'est cool. Du coup, étape 3, on regarde si on a fini l'objectif. Et donc là, pareil, un prompt assez simple, tu devais faire ça, voici tout ce que tu as fait, voici tout ce qui te reste à faire par rapport à ce que tu as planifié. Si tu as fini l'objectif, en gros, renvoie-moi à true, sinon false. Et là encore, la petite astuce, c'est de bien mettre les tâches non finies. Au début, j'avais mis que les tâches finies, je me disais, il y aura assez d'infos pour comprendre, et en fait non, il se trompait un peu plus. Et quand je rajoute les tâches non finies, il comprend un peu mieux quand c'est fini ou pas. Et voilà, et après on continue, on met à jour le plan. Si quelque chose s'est mal passé, ça arrive de temps en temps. Par exemple, pour faire une recherche Google, parfois il va utiliser l'outil Google Search, mais il va pas mettre pas les bons mots-clés, donc il va pas trouver le résultat. Là, il peut mettre à jour le plan et dire qu'il refait une recherche avec d'autres paramètres. Et ensuite, voilà, là on a fait un tour de la boucle principale et puis on est reparti, on passe à la suite, etc., jusqu'à ce que on ait fait toutes les tâches. Et là, on passe à la dernière étape, qui est de renvoyer le résultat. Donc dans le futur, ça peut être soit
soit un message sur la montre, soit un truc à l'oral, enfin bon, il y a plein de choses, mais là c'est sous forme de prompt dans le terminal. Donc là il dit, bon c'est cool, j'ai bien créé le meeting avec Adèle et Alexandre pour le 12 décembre prochain à 14h. Donc ça c'est sympa parce que c'est une tâche qui est dans le benchmark Gaia de niveau 2, donc déjà assez avancé. Il y a 3 outils différents, il y a un peu moins d'une dizaine d'étapes et surtout c'est un use case que vous avez dans votre vie, c'est un truc qu'on va pouvoir déléguer aux IA assez rapidement quand on aura les bonnes interfaces. Aujourd'hui aller sur ChatGPT, bon, c'est un peu long, mais quand on aura juste à parler à haute voix ou à penser dans notre casque futuriste pour déléguer une tâche, ça permettra de déléguer une petite tâche qui nous embête au quotidien. Il y a plein d'améliorations à faire au code que vous pourrez voir sur GitHub. Le premier, c'est que plus on a d'outils, plus on peut faire des choses différentes aux IA. Donc pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup. Donc l'idée, c'est soit vous les créez vous-même, soit vous allez chercher d'autres outils open source. Le jour où il y aura, je ne sais pas, et ça arrive assez vite, 10 000 outils, on ne peut pas envoyer la description des 10 000 outils au LLM pour qu'il sélectionne, ça ne marche pas parce que la Windows Context est trop petite. Donc il faudra rajouter une étape où on sélectionne les bons outils avant de faire tout ce workflow. Je vous ai dit, quand les tâches ratent, on peut faire un mécanisme de retry. Tout ça peut être amélioré. Les LLM ne sont pas super bons et ne sont pas faits pour créer des plans. Donc ça, pareil, il y aura des IA spécialisés qui vont dans le futur pouvoir être utilisés pour ça. Une astuce un peu plus simple, c'est juste récupérer des recettes, donc c'est-à-dire des étapes déjà prédéfinies. Quand vous avez des workflows qui sont tout le temps les mêmes, par exemple planifier une réunion, il y a toujours les mêmes 3 étapes. Vous dites, suis ces 3 étapes et fais-les. Et après, l'UX en général, donc là on voit les robots de Boston Dynamics, on commence à les mettre des LLM, donc on peut commencer à leur parler en direct et ils peuvent agir dans le monde physique, donc c'est assez intéressant. Et il y a toutes les UI qui vont arriver, les lunettes, les montres, je disais tout à l'heure, les AirPods de Apple, apparemment ils sont en train de faire un truc pour essayer de décoder les signaux du cerveau pour directement comprendre certaines tâches que vous voulez faire et puis les envoyer à votre iPhone et puis à votre IA. Donc voilà, il y a plein de trucs qui vont pouvoir être améliorés dans les années à venir. C'est quoi le lien avec comment LangChain peut nous aider et comment on peut faire des agents d'entreprise? Je sais, qui connaît LangChain déjà, main levée? Ok, donc à peu près un gros tiers de la salle. Donc à quoi ça sert LangChain? LangChain, ça sert à résoudre plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a plein de LLM, et il y en a de plus en plus sur le marché, et parfois on a besoin de changer. Moi, cette semaine, je travaille sur un projet pour extraire des données d'un CV et de les reformater, tout ça avec des LLM. À un moment donné, OpenAI, ça marchait pas trop, et j'ai essayé Mistral, et ça marchait un peu mieux sur mon use case. Et au lieu de tout écrire le code, j'ai changé deux lignes de code avec LangChain, et ça m'a permis de tester un autre LLM qui marchait mieux en direct. Donc un des premiers bénéfices de LangChain, c'est faire une abstraction de la communication avec les LLM pour pouvoir mettre à jour rapidement notre code. Le deuxième truc cool, c'est que faire des bons prompts, c'est dur. Donc le truc sympa avec LangChain, c'est qu'ils ont déjà plein de templates de prompts qu'on peut réutiliser de manière plus transparente ou non. Et donc du coup, on n'a pas à se soucier de ça parce qu'on est déjà assez aidé. Nos IA, une grosse partie de la valeur vient du fait de la data. Et donc du coup, il faut aller aspirer la data un peu partout dans le SI.
Et ce qui est cool avec LangChain, pareil, c'est qu'il y a plein de différents data loaders pour récupérer cette data et après l'utiliser. Et enfin, dans LangChain, il y a Chain. Donc ils ont fait des outils, des chaînes, qui permettent de créer des use cases assez rapidement en quelques lignes de code. Il y a 2 gros use cases qui ont fait décoller LangChain l'an dernier. Le premier use case, c'est le use case de RAG, donc de ChatGPT privé. Donc là, ça c'est le code avec la version TypeScript pour faire un ChatGPT custom sur vos données privées d'entreprise. Donc c'est hyper simple. En gros, on connecte un vector store, on lui passe les questions qui ont été posées et il renvoie le résultat. Donc quand vous connaissez LangChain, en 2 heures, vous avez un POC de ChatGPT custom pour l'entreprise, donc c'est vraiment sympa. Et pour reboucler avec les agents, ce qui est cool, c'est que LangChain se place au milieu, parce qu'un agent, en gros, il va... Donc là, je vous ai montré comment recoder from scratch un agent. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez prendre des frameworks d'agents existants et les customiser à votre sauce. Donc il y en a plusieurs qui existent, AutoGPT, il y a Elephant, il y a des frameworks d'agents dans LangChain, notamment un qui s'appelle LangGraph, qui permet de faire un peu ce qu'on a vu précédemment. Et surtout, dans LangChain, il y a des outils open source, parce que comme on l'a vu, pour faire des bons agents, c'est cool d'avoir des programmes qui permettent de faire des actions, comme réserver un meeting. Et ces actions, on les fait via des outils qui se connectent à un peu n'importe quoi, soit des API, je ne sais pas, Salesforce, soit ils demandent à un autre agent, soit ils vont se connecter directement à une base de données. Et donc pour finir, on voit apparaître des nouvelles architectures autour des agents, notamment l'agent manager. Donc on a un agent manager qui va redispatcher des tâches à d'autres agents. Un exemple de ce genre d'outil, c'est ChatDev. Le but de ChatDev, c'est de recréer une agence digitale complète où donc il y a un CEO qui délègue des tâches aux designers, aux développeurs, aux testeurs, et tous les agents travaillent entre eux pour essayer d'arriver au résultat à la fin. Donc ma prédiction, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'on va de plus en plus avoir des agents dans nos équipes, dans toutes les équipes d'entreprise, et vont travailler avec nous pour déléguer de plus en plus de tâches, comme par exemple sauver la galaxie avec R2D2. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup Tudual pour le mag. Je ne sais pas si vous avez des questions, et j'espère